Bonjour à toutes et à tous. Jeudi 27 avril, mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Judith Weintraub. Bonjour Judith. Bonjour. Grand reporter au Figaro Magazine. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Bonjour. Clément Tougeron, analyste politique, communicant non, vous n'êtes plus communicant, toujours. Communicant au sein du cabinet Tilder. Faudra penser à changer bientôt. Bonjour, parce que vous allez bouger, évoluer dans votre carrière. Et puis Jacques Miard qui est là, toujours à Maison Lafitte, maire. Absolument, LR. dans ma Bonjour. capitale. Dans votre capitale. Ave. Voilà. Ave. Salut, fraternité. Et on est ravis de vous entendre ce matin. Alors, Elisabeth Borne, hier, a présenté son plan pour les 100 prochains jours. On va en parler. La loi immigration encore repoussée. Et puis, le cyberharcèlement. Beaucoup de choses à l'intérieur de tous ces sujets. On commence avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. Alors, Jacques Miard, je suis intrigué par votre coup de cœur. Eh ben, écoutez, c'est très simple. Pendant toutes ces dernières années, on disait la parole aux jeunes, les jeunes doivent prendre la relève, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on apprend? Un jeune président des États-Unis à 80 ans a décidé de se représenter. Moi, je trouve ça très sympa et ça me donne des idées. Comme me disait mon ex-beau-père, ne jamais mettre de limite à la bonté du Seigneur. Bon. Donc, avanti, et on avance, nous les jeunes. Voilà. Plus sérieusement, c'est ironique ou vous trouvez qu'il a raison, Joe Biden, de se représenter à cet âge quand même un peu avancé et avec, on voit des petites défaillances quand même régulièrement? Oui, bah écoutez, on en est tous là, mais les jeunes ont autant de défaillances parfois que les anciens. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas à moi d'en juger, c'est au peuple américain. Et je ne suis pas de ceux qui me mêlent, je dirais, on a suffisamment d'emmerdement avec nos propres élections et nos propres, je dirais, notre propre vie politique, qu'il faut aller encore arbitrer et donner des avis sur ce qui se passe aux États-Unis. Je peux vous dire que on perd son temps par beaucoup d'aspects. Donc pour vous, le sens, c'est quoi? C'est coup de cœur à la jeunesse, c'est ça? C'est de dire, il n'y a pas d'âge. Bien évidemment, et je vous dis, ça remet un peu les pendules à l'heure, parce que moi je me souviens d'avoir dit un jour, en parlant de Sarkozy à Alain Juppé, que le poste de président de la République n'était pas fait pour un gamin de 50 ans. Alain Juppé, d'ailleurs, a approuvé à l'époque. Ouais. Et donc, suivez mon regard, c'est ça? C'est ce que vous êtes en train de nous dire? Nous avons un gamin. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Bon. Ah bah ça, aujourd'hui, on n'en parlera même pas. C'est pas un gamin. C'est quoi? C'est un bambin? Alors, je vais vous dire, de ce côté-là, on ne va pas épiloguer, mais les Français ont déjà jugé l'individu. Bah oui, il a regagné l'année dernière, effectivement. Ils ont déjà jugé. Oui, c'est pas pour ça qu'il a gagné par défaut, cher ami. Bon. Ne vous trompez pas. On gagne toujours par défaut. C'était Pas toujours. C'était le commentaire du jour. Clément, vous, c'est un coup de cœur. Oui, moi, c'est un coup de cœur. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, un coup de cœur sur l'action de la diplomatie et des militaires français au Soudan. Le Soudan, vous le savez, la situation est critique. Le conflit couvrait depuis des semaines entre deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan, qui est le général qui est en chef des forces armées, donc finalement le numéro 1 du pays, puisque l'ancien président Omar el-Béchir l'avait mis en place, et puis à la suite du coup d'État qui a été fomenté en 2019, donc renversement du dictateur en 2019 et donc renversement du gouvernement civil en 2021, il avait pris le pouvoir de fait. Et puis un autre général, Hamdan Daglo, qui est à la tête des forces de soutien rapide, qui est une intervention paramilitaire qui sévise dans toute la région avec des actions très violentes et qui avait aidé l'autre général en 2021 à renverser le gouvernement civil. Depuis le 15 avril, il y a de grands affrontements entre ces deux généraux, notamment à cause des forces de soutien rapide qui devaient être intégrées dans l'armée régulière. Et depuis maintenant 2 jours, il y a une trêve de 72 heures qui est très fragile à Khartoum. Et donc j'aimerais faire un grand coup de cœur sur l'action des 2 ambassadrices qui sont sur place, qui ne sont plus maintenant sur place, mais qui ont œuvré et qui ont coordonné, Raja Rabia et Dana
pour Carescou, pardon, et les 150 militaires français qui ont aidé à évacuer les 250 Français qui sont au Soudan. Donc 195 sont arrivés hier à Paris, et un ensemble d'autres ressortissants étrangers, puisque la France a fait sortir 550 au total civils étrangers du Soudan. 195 sont arrivés et sont français sur le sol français. 50 d'autres ressortissants, donc ils ont aidé l'action internationale. La Chine a annoncé ce matin le déploiement de la marine chinoise au large du Soudan pour pouvoir accompagner un pont aérien, puisque la France, nous, on s'est aidé de Djibouti qui est à côté, mais c'est une situation qui est très préoccupante, et donc c'est un grand coup de cœur sur la diplomatie et sur les militaires français sur le sol qui l'ont fait au péril de leur vie. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Tout à fait. Jean-Baptiste Moreau. Ça a été mené de main de maître par les deux ambassadrices, comme vous l'avez dit, et supervisé par le ministère des Affaires étrangères. Mais voilà, donc les Français, pour l'essentiel, vont être à l'abri. Après, le Soudan, on sait que c'est un pays profondément instable et depuis très longtemps, et on peut s'inquiéter un peu sur les conséquences de cette crise sur les populations soudanaises qui ont déjà pas vraiment besoin de ça. Enfin, je veux dire, déjà dans des situations très compliquées d'un point de vue climat et enfin pauvreté, quoi, et d'avoir encore cette guerre civile qui se surajoute mais qui traîne depuis longtemps, va pas arranger la situation. Non. Jacques, vous vouliez, vous qui êtes très attentif. Je ne peux qu'approuver, et ça démontre la nécessité pour la France d'avoir des forces qui peuvent être prépositionnées dans un certain nombre d'endroits du monde pour justement agir en cas de besoin. Ce n'est pas la première fois que nos troupes, et que sur décision du président de la République, bien évidemment, il y a ces sauvetages. Le Soudan, malheureusement, nous y avons perdu des hommes, il faut le savoir, dans des conditions assez difficiles. Et je rends hommage à Clément Tougeron, qui, dans ce méli-mélo de cette situation inextricable, avait besoin de regarder effectivement son iPhone pour s'y retrouver, parce que une chatte ne peut pas y retrouver ses petits. Hein. Peut-être une chatte GPT. Alors ça, de ce côté-là. Mais malheureusement, en Afrique, et un peu partout dans le monde, nous risquons d'avoir d'autres situations de ce type. Absolument. Judith, c'est un coup de gueule. Ah oui, moi c'est un coup de gueule en lisant dans le Nouvel Observateur la leçon de François Hollande. D'ailleurs, c'est toujours bien que François Hollande donne des leçons après ce quinquennat qui était tellement brillant qu'il a voulu éviter de se représenter pour ne pas courir à la catastrophe. Et là, c'est une leçon de fiscalité. Vous savez que François Hollande est un grand expert fiscal. L'une de ses mesures emblématiques était la taxe à 75% pour les revenus dépassant 1 million d'euros. Tellement emblématique que ça a provoqué une fuite des capitaux majeurs. Et de toute façon, le Conseil constitutionnel a fini par la censurer totalement en moins de 2 ans après sa mise en œuvre. Donc, fort de cette expérience glorieuse, François Hollande explique que la première énorme erreur d'Emmanuel Macron est d'avoir baissé les impôts, non pas pour les riches, mais pour les super riches. Et il nous explique que les inégalités ont cru en France pour cette raison-là, que les classes moyennes on sont les premières victimes, donc c'est Emmanuel Macron qui a creusé les déficits et l'endettement de la France uniquement grâce à ces mesures pour les super riches. Alors tout est faux du début à la fin. Tout est faux, c'est-à-dire que on prend en général pour mesurer l'évolution des inégalités de revenus le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini n'a pas augmenté et en plus la France est en dessous de la moyenne européenne, bien en dessous de l'Allemagne, bien évidemment de la Grande-Bretagne, mais même de l'Italie et de l'Espagne. On est plus égalitaire que l'Italie et l'Espagne. Donc il est faux que les inégalités se soient creusées sous Emmanuel Macron. Et surtout, il est faux que ce soit à cause d'Emmanuel Macron, parce que en contrepartie d'une politique qui a permis à la France de retrouver une attractivité pour les investissements,
Il a fait, on s'en souvient, le quoi qu'il en coûte, des mesures d'aide via la prime d'activité et autres, qui ont fait que effectivement ça a réduit l'écart entre les plus pauvres et les plus riches. Et là où François Hollande a raison, c'est de dire que les classes moyennes s'en prennent plein la figure, puisque leurs impôts à elles, notamment les impôts affectés à l'immobilier, n'ont pas baissé. Mais quelle est la solution de François Hollande dans le pays européen dont les dépenses publiques sont les plus lourdes comparativement à ses voisins? C'est de monter l'impôt sur le capital pour que ce soit aussi que ça redevienne l'impôt le plus. On est déjà très au-dessus en termes d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur la production. La solution, c'est augmentons les impôts. Bravo François Hollande. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait tout au long de son quinquennat. Il a fait que les augmenter, et pas seulement pour les plus riches, mais pour tout le monde, globalement. Et il faut pas oublier qu'en 2017, quand il a quitté le pouvoir, la France était en procédure de déficit excessif au niveau européen, et qu'il a fallu justement la remettre dans les critères de stabilité. Et donc les premiers budgets, je me souviens, j'étais député à l'époque pour les voter. Il a fallu de la rigueur budgétaire pour redescendre sous les 3%, pour sortir de cette procédure de déficit excessif dans lesquels François Hollande avait placé le pays. Donc, les leçons de François Hollande, je suis d'autant plus à l'aise que j'ai voté pour lui en 2012, il peut se les garder, je pense. Pauvre homme. Tout le monde fait des erreurs, que voulez-vous. Voilà, mais vous avez... Sauf Jacques Miard. Oh là, je ne suis pas de ceux-là. Vous savez, vous apprenez et l'expérience politique est une leçon de chaque jour. Tout à fait. Non. Oui, mais non, ce que je voudrais dire, Judith a raison, sauf sur un point. C'est qu'effectivement, il faut savoir que ce qui se passe actuellement, et c'est la suppression de la taxe d'habitation, fait que maintenant dans nos villes, les locataires, même riches, ne payent plus un seul impôt aux villes dans lesquelles ils sont et bénéficient par ailleurs de tous les services de la ville. Et ça, c'est un scandale. J'estime même, tout simplement parce qu'il a lancé cette histoire de suppression de la taxe d'habitation comme un slogan politique, et tous les gogos sont tombés dedans. D'accord. Alors juste un point pour vous répondre. Certes, cette mesure a été prise, mais vous avez quand même des augmentations de taxes foncières absolument partout. La TVA sur les travaux. Oui, c'est les propriétaires et c'est pas les locataires. Oui. C'est les propriétaires qui passent. Et tu as raison, Judith, sur les classes moyennes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Hollande a tapé sur les classes moyennes, notamment avec les quotients, etc., les allocations familiales, et Macron a continué. Oui. Allez, retour dans quelques instants sur Sud Radio. On va évoquer Elisabeth Borne en pilote automatique. L'éditorial ce matin dans le Figaro est assez juste de Vincent Trémollet-de-Villers. On va y revenir dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On continue de débattre et avant de parler d'Elisabeth Borne, Jean-Baptiste Moreau, vous aviez un coup de cœur qui va peut-être faire réagir nos auditeurs. Oui, je pense, parce que c'est pas politiquement correct sans doute, mais un coup de cœur pour le Parlement européen. Parce que ça fait... J'étais sûr. J'étais un peu près sûr quand j'ai vu la liste des invités. J'ai dit là, c'est pile poil, c'est ce qu'il faut. Il est jeune, Jacques Miard, mais il faut ménager son cœur. Oui, c'est ça. Non, je viens de passer 2 jours à Bruxelles. Il y a des choses très intéressantes qui se passent au niveau du Parlement européen. Déjà, ils ont une culture du compromis. Certains politiciens français feraient bien d'y aller prendre des cours parce que au lieu d'être une fédération d'auto-entrepreneurs qui pense à la prochaine élection et au potentiel électoral de son vote sur la prochaine élection avant l'intérêt général et avant même ses propres convictions, au Parlement européen, on bâtit des compromis parce qu'on essaye de faire avancer ses idées, mais on accepte que ces idées n'avancent pas tout à fait autant ou aussi vite qu'on voudrait, mais on les fait avancer quand même. Donc il y a des décisions fortes qui ont été prises la semaine dernière au Parlement européen, notamment la taxe carbone aux frontières de l'Europe quand même, qui était un cheval de mer depuis des années, dont un serpent de mer, pardon, un cheval de bataille pour certains, et un serpent de mer pour d'autres. Excusez-moi, c'est la fatigue qui me fait mélanger les mots. Et un serpent de mer depuis bien des années et qui a été acté par le Parlement européen la semaine dernière. Alors après, reste à voir les modalités, effectivement. Le diable se cache parfois dans les détails, mais aujourd'hui, on a vraiment une taxe carbone aux frontières qui a été décidée par le Parlement européen, qui vient se surajouter
aux mesures miroirs qui ont été actées aussi et qui doivent s'imposer dans les accords internationaux désormais, c'est-à-dire qu'on n'importe pas en Europe des produits qui ne respectent pas nos normes, et dans les accords internationaux, on met systématiquement ces clauses miroirs en place qui obligent les pays qui veulent exporter sur l'Europe à respecter les normes européennes, ce qui permet d'éviter de mettre nos industries et nos agriculteurs notamment en concurrence déloyale par rapport à des produits qui ne respectent pas absolument nos normes. Donc tout ça, ça se passe au Parlement européen avec des coalitions qui se bâtissent entre le PPE, entre la gauche européenne, les Verts européens et puis Renew évidemment qui a avec son rôle central, Renaissance pour être plus précis en France, mais ça s'appelle Renew au niveau européen. Donc voilà, il y a des compromis qui se bâtissent, il y a des choses qui avancent, et des choses dont on parlait depuis des années. Là, il y a eu la révision de la directive travailleurs détachés, il y a tout un tas de choses qui ont avancé durant cette mandature. Les prochaines élections européennes, c'est l'année prochaine. Personne n'en parle et tout le monde s'en fout, ou à peu près. Mais il y a vraiment, et puis il y a des choses qui impactent quand même, qui vont impacter la vie des Français. Là, il y a une directive qui a été présentée sur le médicament pour essayer de gagner en souveraineté au niveau fabrication et mise en place et innovation en matière médicale, qui a été présentée hier par la Commission européenne, qui doit être débattue au niveau du Parlement dans les semaines qui viennent. Donc voilà, il y a des choses qui vont concrètement agir sur le quotidien des Français, et il y a des choses qui se passent au Parlement européen. C'est vrai que ça a longtemps été figé, gravé dans le marbre, et on avait l'impression que ça ne servait à rien, que c'était les technos qui commandaient. Je peux vous dire que pour le vivre de l'intérieur et pour voir réellement concrètement comment ça se passe, le Parlement européen a repris du pouvoir sur la Commission européenne aujourd'hui. Alors il en a peut-être pas suffisamment, c'est encore perfectible, il y a encore une base technocratique assez puissante à Bruxelles, mais le politique a repris un peu la main, et franchement, des parlements nationaux ont quelques leçons à prendre, et notamment le nôtre, sur le fonctionnement du Parlement européen. Judith ? Alors c'est tout à fait vrai qu'il y a des décisions du Parlement européen qui vont impacter la vie quotidienne des Français, à commencer par la fin de la construction des moteurs thermiques. Oui, ça c'est une ânnerie. Ça, on est d'accord. Ça, là-dessus, on est d'accord. C'est une énorme ânnerie. Oui. Normalement, Bien en 2035, ça va vraisemblablement être repoussé. Il y a une clause de revoyure en 2027. Parce que c'est absolument intenable. Et évidemment, comme d'habitude, ça va frapper les gens qui ont le moins les moyens de changer de voiture. Par ailleurs, c'est une décision qui est une fois de plus la porte ouverte à la Chine, à ses batteries et à ses voitures électriques. Ces matières premières surtout. Les batteries, on peut les fabriquer, mais ces matières premières qu'on encore faudrait-il le faire. C'est ça. Précédent des panneaux solaires. Autre décision qui n'arrête pas d'impacter le quotidien des Français, le lobbying réussi de l'Allemagne contre le nucléaire. Il continue par la voie de la taxation à privilégier, vous qui êtes sensible à la dégradation de l'environnement. De développer le nucléaire. Oui, ça l'a empêché jusqu'à... Enfin, ça l'a empêché, non, parce que c'est un alibi à l'impuissance. Pour des raisons électoralistes, la France a pris énormément de retard sur le nucléaire. C'est plus le lobbying des ONG et l'Allemagne continue. Ouais. Autre domaine dans lequel les décisions de l'Union européenne impactent la vie quotidienne des Français, l'immigration. Ouais. Le fait voilà, bravo Judith. On peut aussi citer les vaccins sur le Covid qui ont été mutualisés. Calme, Jean-Baptiste. Parce que là, il y a un certain nombre de plaintes et il y a certainement de la corruption à la clé. Donc, il ne faut pas raconter des histoires. Il y a un problème pour la taxe carbone. Et la taxe carbone, effectivement, la taxe carbone. Il y a un problème pour la taxe carbone, c'est qu'initialement, cette carte devait aller à l'économie des États, et on ne sait pas à qui elle va aller. Donc, s'il y a le hold-up du Parlement européen sur la taxe carbone, c'est encore un scandale de plus. Je rebondis sur plusieurs points que Judith a soulignés. Le premier, c'est notamment la fin des moteurs thermiques qui sont aujourd'hui, notamment pour la ruralité, c'est un sujet hyper intéressant et important, parce qu'il y a un contre-feu différent selon les politiques à la fois européennes et nationales, et il faut une harmonisation sur ce sujet, notamment parce que on dit, notamment aux supermarchés et aux hypermarchés, qu'il n'y aura plus
de voitures à essence, etc. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Naturellement, ils construisent sur leur parking des blocs pour pouvoir recharger électriquement les voitures. Mais du coup, qu'est-ce que fait l'État français ? Dit, ah oui, mais attendez, vous êtes en train d'augmenter la consommation des hypermarchés et des supermarchés en matière énergétique, alors qu'on vous a dit neutralité carbone et baisse de l'énergie. Et donc, ils sont en mode, bah oui, mais c'est complètement contradictoire et c'est extrêmement compliqué pour eux. Et du coup, ils se prennent des amendes parce qu'ils ont construit des bornes et en même temps, on leur dit non, vous êtes en train d'augmenter votre consommation. Sur le deuxième sujet, en revanche, et je rejoins Jean-Baptiste sur le sujet, l'Union européenne, en effet, il y a des dysfonctionnements, mais comme il y a des dysfonctionnements sur l'ensemble des pays, sur l'ensemble des choses qu'on peut organiser, comme à l'ONU, comme à n'importe quoi. Et en revanche, il y a aussi des belles choses qui sont faites au niveau européen. Et on peut, vous avez cité, en effet, vous avez raison, Judith, plusieurs points sur lesquels il faudrait améliorer la situation, il faudrait revenir sur certains textes, mais on peut faire exactement la même chose avec la colonne des plus, l'ensemble des sujets sur lesquels l'Union européenne a été extrêmement importante. Moi, j'ai été conseiller international du précédent ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. On a travaillé notamment sur la mobilité des enseignants, leur permettre d'aller à l'étranger pour pouvoir se former auprès des autres enseignants européens pour voir comment ça fonctionnait, comment ils étudiaient. Ça existait pour Erasmus, maintenant ça existe pour les enseignants. Ça existe notamment par exemple l'été. Quand l'Union européenne est défaillante je termine, Judith, en je termine politique juste. industrielle. Au niveau européen, sur l'été, par exemple, quand il y a des grands feux, la solidarité et les plans qui sont mis en œuvre permettent de sauver des vies. Oui, je suis désolé, mais ça c'est extrêmement important. Et donc on peut faire la même chose sur la colonne des plus. Mais on voit pas le concret. Pour le citoyen, c'est extrêmement concret. Ça c'est très concret. Sauver des personnes, c'est concret, je trouve. Ça c'est très concret. Et sur la taxe frontière au carbone, ça sera aussi très concret sur les prix des denrées importées. Ça va changer beaucoup de choses. Il y a un fonds de souveraineté justement industriel qui est en train de se créer à l'initiative de Valérie Hier pour répondre justement à la politique des Américains qui ont une politique très très forte de réindustrialisation. Et donc il y a des discussions qui sont en cours au Parlement européen et il y a un fonds qui a été acté. Alors maintenant il va falloir l'abonder, je suis d'accord, là aussi le diable se cache dans les détails. Et sur les véhicules électriques, je suis très à l'aise parce que je viens d'y passer 2 jours justement pour essayer de voir comment on pouvait revenir sur cette connerie qui effectivement nous met dans la main au niveau des producteurs de l'importation et de la Chine. Mais j'ai encore des convictions assez fortes. Stop. 9h27 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer de commenter l'actualité. Allez, on va avancer. On va parler d'Elisabeth Borne qui n'a donc rien annoncé. Peut-être un mot quand même sur ce match qui doit avoir lieu au Stade de France samedi. Emmanuel Macron a dit qu'il se rentrait donc à la finale pour assister à la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse. Un déplacement qui va mobiliser 3000 policiers. Les syndicats ont dit qu'ils distribueraient 30 000 cartons rouges. On a vu qu'il y a des grilles qui avaient été montées tout autour de la tribune officielle pour éviter qu'ils ne reçoivent des projectiles. Est-ce bien raisonnable d'y aller ? D'abord, ce qui est bien raisonnable, c'est que Nantes gagne, puisque Nantes est une très belle ville, des personnes formidables qui sont venues, ont travaillé. C'est formidable. Non, ça c'est important. Après, d'un point de vue très personnel, je trouve que le président ne devrait pas y aller dans ces conditions. Le président n'a pas besoin d'images. Oui, mais à un moment, il faut aussi faire des concessions. Et je pense que le président n'a pas besoin de ces images qui risquent d'être un peu catastrophiques. Non. Il y a les sifflets et les cartons, donc ça va faire le bruit et l'image. Ça risque d'être compliqué. Non, mais puis c'est surtout qu'il est autant je trouve qu'il se fasse siffler quand il se déplace et qu'il aille au contact et s'expliquer, et ça c'est bien et il faut qu'il le fasse, et je pense que ça le sert plutôt que ça le dessert, puisqu'il est actif et il essaye d'aller convaincre ce qui est dans son ADN propre. Autant là il va être passif, puisque il sera au milieu du terrain et les sifflets descendront des tribunes, il n'aura pas de moyen de réagir, donc je trouve que pour son image, c'est pas forcément, honnêtement, donner un micro pour s'expliquer au milieu de la foule, je suis pas sûr, non, c'est pas lieu. C'était par rapport à Rima Abdul-Malak. J'ai bien compris l'allusion, mais je suis pas sûr que ce soit effectivement pour son image, il sera en situation de passivité, quoi. Donc c'est pas, autant aller au contact, qu'il se fasse siffler, c'est pas grave. Autant là. Et s'il n'y va pas, et s'il n'y va pas. On dira, il s'est dégonflé. Il a fui, et c'est la première fois que le président de la République n'assiste pas à la finale de la Coupe de France. Je pense que c'est déjà arrivé avec Mitterrand, il me semble, de mémoire. Oui, c'est arrivé avec Mitterrand. De mémoire, bravo, on fera le juin. Le juin, Mitterrand. Le juin, Mitterrand, Macron, même désarroi. Judith, non, c'est ce qu'on l'a appris. On a appris ça hier, donc c'est vrai que c'est intéressant, ça fait débat.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron est en train d'inventer le concept du président punching ball. Ouais. Il a expliqué à quelques journalistes que en fait ça faisait du bien aux gens de pouvoir se défouler de leur colère sur lui. Ouais. Bon, c'est tant mieux, hein, c'est un concept tout à fait intéressant. J'ai peur que la fonction présidentielle en sorte un peu altérée, voyez-vous. Oui, C'est déjà fait. Oui, c'est déjà un peu fait. Vous, Jacques, futur Oui, président, je veux dire, futur président, vous iriez? Écoutez, premièrement, je tiens à vous dire que je n'aurais pas fait les conneries qu'il a faites. Oui. Parce que franchement, il les a accumulées. Oui. Hein, c'est aussi simple que ça. Et donc, à mon avis, effectivement, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y va, il se fait huer, il n'y va pas, il s'est dégonflé. Ouais. Voilà. Donc c'est sans Et solution, on verra. le résultat, c'est qu'il n'en soit pas grandi, on le sait bien. Donc Elisabeth Borne, hier, Judith me disait pendant la coupure pourquoi on en parle, parce qu'elle n'a rien annoncé. C'est pas beau de dénoncer. Donc ce plan, bon, vous allez le dire vous-même, mais ce plan, donc, c'est pour les 100 prochains jours, rien de neuf sous le soleil. Et puis, c'est vrai que la forme, il y a le fond, mais il y a aussi, la forme était assez étonnante, cette voix monocorde, où elle égrenait. Comme souvent, le fond et la forme se rejoignent. Oui. Hein. J'ai eu l'occasion de dire sur d'autres antennes que Elisabeth Borne parlait une langue morte. Elle ne dit rien qui donne aux Français l'espoir que leur quotidien change. Tout est en surface, aucune réforme de fond, qu'elle parle du logement ou qu'elle parle du pouvoir d'achat. Alors évidemment, ça va distribuer à tout va, donc les gens qui auront de l'argent seront plutôt plus contents que s'ils n'en avaient pas. Mais en quoi ça résout le problème de la réindustrialisation de la France? En rien. Vous savez les déserts médicaux. Vous savez qu'à cause de la complexité administrative et des multiples recours écolos, en France, pour qu'une industrie s'implante, il faut en moyenne 10 ans. En Allemagne, il faut 3 ans. Est-ce que ce problème a été évoqué par Elisabeth Borne? Non. Est-ce qu'on va s'y attaquer? Non. Autre problème, cette loi qui, à mon avis, est une loi criminelle pour l'économie française, qui est passée en 2021, qui s'appelle la loi Climat et Résilience, qui a décrété la zéro artificialisation des sols, qui est un problème pour le logement, pour les entreprises. Est-ce qu'il est question d'y toucher? Évidemment pas. Non. Alors, non, mais sur l'industrie, il y a quand même un projet de loi, et pour le coup, qui est porté par quelqu'un que je connais bien, d'Industrie verte, qui est porté par Roland Lescure, et qui va effectivement, et qui vise aussi à essayer de simplifier aussi un certain nombre de choses. Je sais que Guillaume Kasbarian, qui est président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, est très attentif sur ces questions-là, parce qu'on avait porté le projet de loi ASAP à l'époque, qui visait à la simplification, ce que vous disiez par rapport à la suradministration et au fait que, effectivement, pour installer une industrie aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, et le projet de loi sur l'industrie verte va aussi comporter un certain nombre de mesures dans ce sens-là. Donc voilà, il y a quand même des choses qui ont été annoncées, qu'on savait déjà, je suis d'accord, mais qui vont quand même dans le bon sens et dans le sens que vous demandez. Donc voilà, tout n'est pas acheté. Par contre, effectivement, c'est aujourd'hui la problématique est de savoir comment ça va sortir de l'Assemblée nationale une fois que ça va y être passé, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est très très compliqué de réunir des majorités. Alors ils ont réussi jusqu'à présent, à part sur la loi retraite, mais là on voit bien sur la loi immigration ça va coincer, sur d'autres types de projets de loi, ça peut coincer aussi. Donc voilà, je pense que c'est une phase de test, et si vraiment il est empêché, je pense qu'il y aura l'arme atomique qui sera déclenchée assez rapidement derrière les 100 jours, je pense. Oui, mais concrètement, ce qu'on en a retenu, c'est quand même pas grand-chose. C'est effectivement le report de la loi immigration. Et puis moi, ce que j'ai entendu... C'est un enterrement, hein, Valérie. Oui, c'est pas un report. On va en parler dans un instant, mais puis c'est aussi de dire aux patrons, réévaluer les salaires de vos employés. Donc on dit aux patrons, démerdez-vous, en gros, avec le pouvoir d'achat. Et puis... de toute façon, c'est pas l'État qui fixe les salaires. Non, c'est pas l'État, mais c'est un peu facile de se débarrasser du problème du pouvoir d'achat en disant aux entreprises, c'est à vous de le faire. Jacques Miard, il y a un problème. Il y a un problème de pouvoir d'achat, c'est évident. L'État va certainement prendre des mesures, notamment pour les agents publics, parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. Je crois que le point majeur qui se pose en France, c'est effectivement la politique industrielle,
via l'aménagement du territoire. Or, l'aménagement du territoire est passé à la trappe. Car depuis la DATAR, effectivement, je suis d'accord. Oui, non, mais il y a un moment, il faut quand même reprendre les fondamentaux. Oui, je suis d'accord. Parce que essayer de faire revenir en région parisienne et d'essayer de construire en région parisienne, alors qu'il y a des centaines de milliers de logements vacants en province, on ferait mieux d'aider les entreprises à s'y installer que de vouloir tout concentrer en région parisienne ou en région PACA. Donc c'est ça le problème. Or, ça, on n'en voit pas le début du commencement. Non, mais ça, vous parlez inconvaincu, parce que moi, je viens d'un territoire rural, et hyper rural, où aujourd'hui, le vote sur les extrêmes grimpe, en partie à cause de ça, justement, du fait qu'on a l'impression que toutes les mesures environnementales ou écologiques qui sont prises sont à l'encontre de la vie dans cette ruralité-là. Climat et résilience. Et que quand on écoute les écolos, globalement, il faudrait tous se concentrer dans les villes et que plus personne n'habite les campagnes pour pouvoir tous circuler en bus et en métro. Enfin, j'exagère, mais à peine. Et du coup, mais c'est la perception qu'en ont les populations d'où je vis, moi, en Creuse. Et du coup, ça fait grandir cette colère et ce sentiment que les gens que les urbains qui prennent les décisions globalement n'entendent pas le monde rural. Et on voit dans de nombreux pays, on voit aux Pays-Bas, on voit des tendances de fond avec des partis agricoles, des partis ruraux qui sont en train de gagner des élections parce que ces gens-là vont voter et ils sont peut-être moins nombreux aujourd'hui qu'ils l'ont été par le passé, mais ils se mobilisent davantage. Alors, donc on doit leur répondre. Clément Tougeron. Moi, c'est en lien avec l'intervention de la Première ministre et c'est un deuxième coup de gueule, Valérie. Vous serez contente que j'ai beaucoup bossé. Non, c'est quand je lisais les papiers justement sur le retour de cette intervention de la Première ministre, les 3/4 des papiers, c'était elle se projette bien plus loin que le 14 juillet, elle a un CDD mais elle parle de l'année prochaine. C'est assez désagréable de se dire juste... Ok, le président a dit on a 100 jours pour apaiser les tensions. Il n'a pas dit le 14 juillet, le jour de la fête nationale, bien sûr, il va dire Elisabeth Borne dégage. Non, pas du tout. C'est ce qui va se passer. Peut-être qu'elle va rester encore 3 ans, 2 ans, 1 an, j'en sais rien. Mais laissons-la faire son truc, faire sa politique avec son gouvernement. Elle a pleine légitimité pour le faire. Le président le laisse jusqu'au 14 juillet et il va continuer. Mais je dis pas vous, Judith. Non, je veux dire, on est abreuvé par les conseillers de l'Élysée qui nous expliquent que c'est mal débrouillé, qu'il y a un désaccord entre le président et elle, notamment sur le rapport du projet. On l'a pas inventé, ça. Non, je dis pas qu'on l'a inventé, mais globalement, on a toujours l'habitude, là on lit de plus en plus le CDD de la Première ministre. Oui, mais ça vient d'où? C'est pas les journalistes elle va qui l'ont partir inventé. quand elle partira, et puis point barre. Oui, les 100 jours, ça met quand même un... les 100 jours, c'est les 100 jours pour apaiser les tensions. Regardez la réalité en face. On va vers une crise de régime. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je suis trop jeune pour savoir ce que c'est. On ne peut pas sortir. On a un Premier ministre qui n'existe pas. Et on n'a plus de majorité, donc ça va déboucher automatiquement. C'était qui le Premier ministre collaborateur? Vous me rappelez? Voilà. Je me souviens plus. Comment? C'était qui le Premier ministre collaborateur? Rappelez-vous, mais bien évidemment, et ça s'est mal terminé. Donc ne vous tracassez pas, il ne peut pas y avoir de diarchie à la tête de l'État. Passons à la 6ème République, vous êtes mélanchoniste finalement, Jacques Ménard. Non, moi je suis pour revenir à un gouvernement fort et très certainement à ce que le Premier ministre acte, mais que le Président de la République ne se mêle pas de tout et de n'importe quoi. Il est un peu obligé, c'est un peu... Oui, c'est ça, il est un petit peu obligé. On se retrouve dans un instant, on va parler de cette loi immigration encore repoussée, voire enterrée, nous a dit Judith Weintraub. On y revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, la loi immigration repoussée faute de majorité, puis surtout pour ne pas diviser les Français, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne hier. La concorde de Rennes, ce serait bête. Mais alors pourquoi cette loi, peut-être faire un peu de pédagogie, pourquoi est-ce que cette loi, Jean-Baptiste Moreau, peut-être vous allez pouvoir nous dire, ne recueillerait pas de majorité? C'est une loi sur laquelle on pourrait imaginer que les LR seraient d'accord pour voter. Les LR à l'Assemblée nationale, c'est une fédération d'auto-entrepreneurs. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune consigne de vote demain dans le groupe LR qui sera appliquée à 100%. Donc, quand bien même le
le président du groupe LR à l'Assemblée, ou même le président du parti, Eric Ciotti, qui siège aussi à l'Assemblée, donne des consignes, de toute façon, vous avez assurément 20 à 25 qui voteront pas comme eux. Donc aujourd'hui, c'est pas la peine de compter sur eux pour bâtir une majorité stable et solide. Et puis, surtout, les députés LR, ils pensent à leur prochaine réélection, et donc ils votent en fonction de ce que je disais tout à l'heure, ils votent en fonction de ce que leur vote va leur coûter ou leur rapporter sur les prochaines élections en cas de dissolution ou en 2027 s'ils se représentent, plutôt que en fonction de l'intérêt général ou de leurs propres convictions ou des convictions de leur famille politique. Et bien sûr, ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Parce qu'en matière d'auto-entrepreneur... sinon j'aurais été réélu, je pense, justement. Si j'avais sombré dans la démagogie, je pense que j'aurais été réélu. Oui, je suis désolé de vous dire qu'aujourd'hui, s'embarquer sur le Titanic, c'est pas une solution. Hein. Non, mais faire avancer le pays, ça peut être une solution. Oui, mais on n'avance pas le pays avec quelqu'un qui n'a pas de cap. Alors, Judith, le fond du texte aussi qui pose problème et qui pose question. C'est-à-dire que c'est un texte qui est divisé, sur lequel tout le monde n'est pas d'accord. Oui, alors Jean-Baptiste Moreau se moque de l'éclatement des Républicains. Je m'en moque pas, ça me consterne. C'est de bonne guerre, mais précisément sur le texte immigration, ils seront unis ou ils seraient unis si la loi revenait devant le Parlement, ce que je ne crois pas. Pourquoi ils seraient unis ? Parce que ce texte propose, c'est du en même temps pur jus, une soi-disant fermeté, par exemple, Gérald Darmanin a promis le rétablissement de la double peine, c'est-à-dire on condamne à la prison et on expulse à la fin de la peine les gens qui seraient condamnés à au moins 10 ans de prison. Vous savez que pour faire 10 ans de prison, il faut avoir commis des actes d'une gravité absolument extrême. Oui, mais ça c'est le projet de loi qui sort du Conseil des ministres. Il peut y avoir des discussions à l'Assemblée. Fausse fermeté. Autre exemple de fausse fermeté, on veut réduire le regroupement familial, mais on ne se donne pas les moyens de résister aux juridictions européennes qui nous obligent à garantir le droit à une vie familiale normale, hein, puisque pour reprendre les textes de la Commission européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, pardon, et en contrepartie, on accroît ce système qui existe déjà, d'ailleurs, qui a été fait sous la droite comme sous la gauche, de visas pour métiers en tension, alors qu'on a encore plus de 7 millions de chômeurs. Des métiers qui sont vraiment en tension par rapport à il y a 5 ou 6 ans. Mais dans la seule restauration, par exemple, vous savez qu'il y a plus de 200 000 personnes qui sont en situation régulière, français ou étrangers en situation régulière, inscrites à Pôle emploi dans ces métiers-là. 200 000, plus de 200 000. Oui, Jacques Miard, sur ce texte. Oui, je crois que le problème majeur, c'est qu'en réalité, on est coincé entre effectivement une nécessité de maîtriser les flux migratoires, avec des systèmes d'ailleurs qui pourraient être des allers-retours pour des créateurs d'emplois dans leur pays d'origine, et au niveau européen, je veux dire, la quadrature du cercle, une politique absolument hétérogène, l'Allemagne ouvrant ses frontières. Et vous avez une directive qui fait qu'à partir du moment où ces gens sont acceptés dans un pays, ils peuvent ensuite aller partout en Europe. Donc tout le système est à revoir et il y a un phénomène d'appel qui se fait et les frontières sont des passoires. Je vais vous citer un exemple. Cette nuit à Maisons-Laffitte, il y a 3 Moldaves qui étaient alcoolisés. La Moldavie, que je sache, elle n'est pas dans l'Union européenne, elle est à l'extérieur. Et ils sont arrivés, je dirais, benoîtement comme ça chez nous. Et vous avez ça à longueur de temps. Donc, il y a un problème d'incohérence au niveau européen. Et on n'a jamais un accord parce que vous avez des intérêts complètement antagonistes. Donc, il y a un moment, il faut reprendre notre souveraineté en matière de maîtrise des flux. Oui. Non, Clément, toujours. En effet, la solution est forcément européenne, puisque, vous le savez, avec le réchauffement notamment climatique, il y aura de plus en plus de flux. Les flux migratoires vont augmenter de manière massive, notamment pour des raisons écologiques. Et la seule réponse qu'on peut avoir, elle est européenne. Régulièrement, il y a des accords qui sont passés au niveau européen. L'année dernière, on avait eu un accord européen qui avait été conclu entre février et
et mai de l'année dernière. Malheureusement, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode on avait eu l'Aquarius alors je ne sais plus laquelle date, dans les années 2017-2018, et puis en août dernier, il y a eu un autre bateau sur lequel il y a eu une grande polémique, et du coup, la France a dit, nous retirons, mais globalement les autres pays d'ailleurs ont dit, nous retirons de cet accord parce qu'avec Giorgia Meloni, nous n'avons pas réussi à tenir l'accord que nous avions préalablement mis en place. Et c'est pourquoi la France a remis un ensemble de gendarmes sur la frontière France-Italie, n'a pas du coup accepté les quotas de redistribution de l'ensemble des quotas, etc. Et donc, il y a des accords européens. Le seul sujet, c'est que, une fois que l'accord est signé, face à la réalité et à l'importance des flux migratoires, il y a une remise en cause de ces accords. Et donc, il faut tout recommencer. Vous êtes en train de démontrer le contraire de ce que vous dites. Bah oui. Mais bien sûr. C'est vrai que l'Europe fonctionne pas. Clément Toucheron est en pleine incohérence. Là, pour l'instant, on n'a pas trouvé un accord qui satisfasse tout le monde, mais je dis juste, en effet, que tout simplement, la seule solution doit être européenne. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord au niveau européen. Non, mais elle le sera. C'est pas à moi de trouver une solution. Elle le sera par la force des choses, parce que les flux migratoires dans les années qui viennent vont être sans commune mesure avec ce qu'ils sont aujourd'hui. On le sait déjà, et comme le disait avec le changement climatique, on va avoir des flux migratoires qui vont être immenses. Et donc, par la force des choses, comme elle a été obligée de se mettre d'accord par rapport à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle va être obligée de se mettre d'accord sur des stratégies d'immigration, parce sinon elle va être submergée. Donc les dirigeants européens sont pas plus inconscients, ils sont pas tous complètement inconscients et des béni-oui et des rêveurs. Et donc il y aura par la force des choses une stratégie européenne sur l'immigration. C'est obligé vu les vagues migratoires devant lesquelles on va se trouver. Quand vous avez l'Italie qui est en état d'urgence. Voilà, l'Italie, état d'urgence en ce qui concerne l'immigration. Quand on entend ça, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Hein. Bon, alors allez-y. Allez-y, non, mais écoutez, il y a une incohérence totale au niveau européen. Quand vous aurez compris que nous sommes... Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on a l'Allemagne, un instant. L'Allemagne, elle veut intégrer parce qu'elle est incapable de renouveler sa population. Vous avez ensuite les ONG, dont c'est le fonds de commerce. N'oubliez pas ça. Et qui manœuvrent et qui sont coupables. Il y a un appel au niveau européen qui fait que les gars se disent « Eh bien, je tente ma chance parce que de toute façon, à terme, on me régularisera. » Et c'est là où il y a une incohérence. Il y a un appel au niveau de l'Europe et il y a une incohérence dans toutes les politiques européennes. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous êtes en train d'attendre Godot. Non, on n'attend pas Godot devant l'urgence. Tu parles, dis donc, l'urgence, ça dure depuis des années. Non, on n'est pas submergé aujourd'hui, mais on va l'être par contre dans les années qui viennent. Oui, c'est sûr. Mais alors pourquoi reporter cette loi immigration et ne pas l'adapter ? Parce qu'il n'y a pas de majorité pour la voter à l'Assemblée nationale. C'est ça le problème. Et parce qu'il ne peut pas y en avoir. Oui, mais pour cause aussi, parce que le texte n'est pas satisfaisant. Parce qu'on ne sait pas bâtir de compromis. Enfin, je veux dire tout simplement. Et parce qu'on est foutu d'avancer les uns vers les autres. Enfin, le texte tel qu'il est présenté, c'est pas celui-là qui va sortir de l'Assemblée s'il est présenté demain. Les 9 ans, ça sera peut-être 5, ça sera peut-être moins sur la double peine. Oui, 10 ans, ça sera peut-être 5, ça sera peut-être moins. Il y aura des discussions parlementaires, mais pour discuter, il faut être deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire moi c'est ça et je n'irai pas au-delà, et moi c'est ça et je n'irai pas au-delà. Vous avez toute une partie de l'aile gauche macroniste qui ne votera pas si oui, mais je sais, une double peine réelle. J'y étais à l'intérieur, je sais bien. Mais hier, on a évoqué un peu le sujet, et les premiers migrants aujourd'hui en France, en nombre, ce sont les Ivoiriens. Comment c'est pas un pays en guerre, c'est pas un pays où les gens sont menacés. Comment on fait, comment on l'explique. Il y a ce qui se passe à Mayotte aussi. Il y a plein d'incohérences. Sophie de Menton me dit 24 feuilles de salaire pour avoir des papiers, alors que normalement ils n'ont pas le droit de travailler. Ceux qui viennent en France, à partir du moment où ils ont 24 fiches de paye, ils ont le droit d'avoir des papiers. S'ils ont le droit de travailler au bout de 6 ou 9 ils ont le droit. Non. Judith a tout à fait raison. Et c'est pas 24. Non, ça, on peut pas laisser dire Sophie de Menton ça. Parce qu'en réalité, quand on va, quand on écoute les témoignages des gens et qui nous disent au bout de 10 ans, j'ai pas été régularisé, il faut arrêter de dire ah bah oui, c'est super simple, on rentre, on dit je veux des papiers, on nous les donne. Non, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a quand même une grande partie des travailleurs qui prennent aussi des jobs que les Français ne veulent pas prendre aussi. Il faut aussi se regarder en face. Mais ce qu'elle dit, elle ne critique pas ça, Sophie, on en a déjà parlé ici, c'est l'absurdité où on a besoin d'une certaine
l'immigration, Oui. mais où il y a une hypocrisie totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de travailler, mais on leur donne des fiches de paye. C'est pour ça que ce projet de loi vise à régulariser, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus, et on peut toujours dire, oui, il y a des Français qui sont au chômage, oui, mais enfin, les patrons, ils embauchent ceux qui se présentent, et s'ils les embauchent des gens en situation irrégulière, ils savent à quoi ils s'exposent. Un système ils ne font pas d'assurance de gaieté de chômage, cœur, ça se change. parce qu'ils n'ont pas le choix. Aussi, oui. On l'a déjà, il a déjà évolué depuis quelques années, il Et faut le sans doute chômage a qu'il évolue baissé. encore. Mm. Oui. Ouais. Et vous Si pensez... je comprends bien, vous êtes des marchands d'esclaves. C'est ça le problème. Non, parce qu'il y a un moment, beaucoup il y a un d'esclaves en moment, France il encore faut serrer les aujourd'hui. boulons. Bon, Mais si, et donc voilà c'est- ce qui se passe. et donc cette loi immigration Vous allez ne verra assurer la jamais paix le jour, non. civile. Mais non, on va Ne verra jamais régulariser le jour. justement, c'est pour plus qu'il soit Non, sympathique. mais la loi immigration, quand elle dit on la reporte à l'automne, c'est De on toute botte façon, en c'est de la touche. rien folie. n'aura changé à l'automne, à moins qu'il y ait une dissolution. Ce qui est fort probable. Ah. Ce qui est fort probable. Non. Probable, je sais Mais pas. pour un président qui préparerait un troisième mandat, oui, pourquoi pas. Mais Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Oui, mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que le président de la République, alors, je vais faire hurler Jacques Mire, hein, mais Mais non. sa conviction profonde, c'est qu'il a été élu pour changer les choses. Et là, s'il est empêché de changer, c'est la vérité. Jacques, C'est la Rire, vérité. Et rire. c'est- Ça fait rire tout le monde. Oui, mais je me doutais que j'allais le faire rire. Rire. Mais moi, je le connais quand même relativement bien au Moi bout de aussi, 6 ans. moi aussi. Oui, je n'en doute pas. Et il a la volonté de changer les choses. Donc, s'il se sent empêché et immobile, effectivement, il se présente pas en 2027. Donc, voilà, il pourrait à la limite s'en foutre, mais c'est pas du tout dans son ADN. Donc, il veut changer les choses. Et s'il se sent bloqué par une assemblée où il y a un peu de capacité de trouver des majorités, je peux vous dire que le bouton de la dissolution va être appuyé assez rapidement. Eh bien, nous verrons cela et nous aurons. Oui. Et la chambre qui reviendra sera identique à celle que nous avons aujourd'hui. C'était effectivement D'où la le- crise de régime. Je suis Alors, on d'accord. sait pas, Là, faut je laisser suis les d'accord. Français Je suis d'accord avec vous, Jacques. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il faut, s'il veut vraiment faire une dissolution, que la majorité et que lui propose de grandes orientations au pays, une vision au pays, et avec un vrai programme derrière, et pas juste 3-4 mesurettes qui se battent en duel. Ça, C'est on quoi est une d'accord. crise de régime, Jacques? Tout simplement parce que. Non, mais c'est quoi une crise de on régime? risque d'avoir. Ouais. La crise de régime, c'est qu'à ce moment-là, il n'y ait pas de gouvernement qui puisse être formé et qu'à ce moment-là, c'est le président qui doit partir parce qu'il y aura blocage. Eh ben, C'est pas à exclure. C'est pas- non, c'est pas. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, Jacques. C'est pas à exclure, effectivement, et je pense que il l'a très clairement dans sa tête aussi. Eh bien, c'est à suivre. Il retournera chez Rothschild, c'est pas grave. Oh, c'est pas. C'est vrai que les c'est politiques qui sont là depuis la naissance jusqu'à la mort, ça a beaucoup fait avancer notre pays. Merci à tous les quatre et on se retrouve nous dans un instant avec Cécile de Ménibus et Sébastien Coé. À tout de suite.